Chapitre 7. Comment acquérir l'indépendance financière? L'argent est un sujet qui avive l'émotivité. En réalité, la plupart d'entre nous éprouvent des sentiments ambivalents face à l'argent. D'une part, nous désirons la sécurité et le confort que l'argent peut nous procurer et, d'autre part, nous avons peur que le succès financier ne corrompe notre moralité. La télévision et les films ne nous aident certainement pas à résoudre notre conflit, parce qu'ils nous dépeignent de façon négative les gens riches. Parfois même, ils nous les dépeignent comme de méchants conspirateurs. Quand avez-vous vu pour la dernière fois une personne riche à la télévision jouer le beau rôle? Dans les milieux religieux, souvent des personnes qui essaient de bien faire citent mal la Bible. Au lieu de dire « l'amour de l'argent est la racine du mal », elles disent « l'argent est la racine du mal ». Si l'argent devient l'objet de votre amour et que vous poursuivez la recherche de la fortune aux dépens d'autres valeurs, vous aurez perdu et non gagné. Considérez le fait suivant. Si vous pouviez faire mieux, le feriez-vous? Dans le délai que vous vous êtes fixé pour effectuer un travail profitable, ne devriez-vous pas essayer d'accomplir le plus de choses possible? Je crois que la vie apporte les plus grandes satisfactions à ceux qui prennent l'habitude de retirer le maximum de ce qu'ils font. De fait, lorsqu'on donne moins que son maximum, il semble que cela nous reste toujours sur la conscience. L'être humain est une créature dotée d'un esprit entreprenant. Les saisons mêmes nous défient. Nous voyons la terre, le soleil, la pluie et les graines, et nous sentons presque que ces éléments nous demandent de les exploiter. C'est comme si la vie ou les éléments de la nature nous disaient « Possédez-vous assez d'ingéniosité pour nous transformer? Nous sommes des matériaux bruts. Quelle chose splendide pouvez-vous créer à partir de nous? » Vous et moi étant des créatures à l'esprit entreprenant, nous ne devrions jamais hésiter à nous mettre à la tâche en vue d'augmenter notre productivité et de faire preuve de suffisamment d'ingéniosité pour développer notre personnalité et exploiter notre potentiel au maximum dans chacun des domaines de notre vie, le domaine financier y compris. Les gens avisés savent que ce qui compte n'est pas l'argent que nous possédons, mais la capacité de faire fructifier tous les talents que Dieu nous a donnés. Cette pensée est le fil conducteur de L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. Ce petit ouvrage qu'on peut lire en une soirée renferme tous les principes de base en matière de prospérité. Je le qualifie d'introduction au discours complet sur l'indépendance financière et vous le recommande. Nos actes et nos acquisitions en disent long sur nous-mêmes. Ils sont révélateurs de notre philosophie de vie, de nos attitudes, de nos connaissances et de nos pensées, voire de notre caractère, car l'extérieur reflète toujours l'intérieur. Ils fournissent des informations sur notre capacité d'analyser et de percevoir les choses. Un vieil adage dit « Vos actes parlent si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». Il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Tout est symptomatique de quelque chose de positif ou de négatif. C'est pourquoi il nous faut bien analyser les symptômes qui agissent comme des signaux d'alarme lorsque les choses ne vont pas dans la vie. Il nous faut les écouter car ces signaux avertisseurs disent que les choses doivent changer. Par exemple, jetez un coup d'œil à votre style de vie et à votre revenu. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous courez au suicide financier. Votre prochain jouet acheté par versement n'est pas moins mortel qu'une dose de poison qu'on vous aurait servi sur un plateau d'argent. Regardez ce que vous faites de votre revenu actuel. Est-il réparti de façon intelligente ou dépensez-vous plus au cours d'une année que 70% de votre revenu annuel total? Dépensez-vous chaque mois quelques centaines ou quelques milliers de dollars de plus que ce que vous gagnez? Si oui, regardez ce qui vous arrive en face avant qu'il ne soit trop tard. Je me rappelle avoir déjà dit à M. Chauffe « Si j'avais plus d'argent, j'aurais un meilleur budget ». Il me répondit aussitôt « Je dois te dire que si tu avais un meilleur budget, tu pourrais avoir plus d'argent ». Cette nuance est d'une très grande importance. Vous voyez, ce n'est pas la somme que l'on possède qui compte, c'est le budget. Ce n'est pas combien vous allouez à chaque catégorie de dépenses, mais comment vous l'allouez. Faire la part du gâteau financier. À quand remonte la dernière explication qu'on vous a fournie sur le fonctionnement de notre système économique?
Je ne parle pas de livres, mais de la vraie vie, de l'économie quotidienne. Quelqu'un vous a-t-il déjà conseillé sur la meilleure façon d'utiliser ou de faire fructifier chaque dollar gagné? Quant à moi, personne ne m'avait conseillé à ce sujet, jusqu'au jour où M. Chauffe me prit par la main et m'expliqua tout. L'absence de cours d'économie sur la façon de gérer son budget au quotidien constitue sans doute la plus grande lacune de notre système d'éducation. Au cours de mes nombreux voyages et de mes tournées de conférences, je ne cesse de rencontrer des gens que l'on dit instruits, des médecins, des avocats, des cadres et même des entrepreneurs. Or, ils n'ont pas la moindre notion de la façon dont on doit gérer ses affaires. Ces personnes hautement qualifiées semblent capables d'interpréter des bilans financiers annuels compliqués, sans comprendre l'économie de tous les jours qui permet de devenir financièrement indépendant de façon sûre, continue et prévisible. À cause de cette ignorance, elles n'enseignent pas ces principes de base à leurs enfants. Et de génération en génération, le miracle du système de la libre entreprise reste une énigme. Soyez patient et lisez ces quelques lignes pour savoir comment répartir votre argent dans le but d'amasser une fortune. Les taxes et l'impôt. Il peut sembler étrange de commencer un exposé sur la façon de faire fortune en parlant de taxes et d'impôts. Cependant, tout au long de notre vie, jeunes ou vieux, nous devons composer avec ceux-ci. Et quand nos enfants gagneront un peu d'argent, ils devront eux aussi apprendre que lorsqu'ils dépensent, ils deviennent des consommateurs. Peu importe leur âge, tous les consommateurs de biens et de services doivent payer des taxes. Si un enfant de 6 ans va au magasin s'acheter quelque chose qui coûte $1, le commis lui demandera quelques sous de plus pour la taxe. L'enfant regardera le prix et demandera peut-être au commis pourquoi il doit payer ce supplément. Voilà le moment de lui fournir une explication complète sur le sujet. Si le marchand demande quelques sous de plus à cet enfant, il doit pouvoir lui expliquer où va l'argent supplémentaire demandé. Après tout, cet argent appartient à l'enfant. Celui-ci pourrait demander au vendeur « Qui garde cet argent ?» Et le vendeur devrait lui répondre que c'est pour les taxes, donc qu'il ne garde pas cet argent, mais ne fait que le percevoir. Les deux autres questions qu'un enfant pourrait poser sont « Qui reçoit cet argent et à quoi sert-il » On devrait lui répondre « Les gens qui ont accepté de vivre tous ensemble forment une société. Et pour qu'une société fonctionne, il y a des choses que les gens ne peuvent accomplir seuls. Par exemple, personne ne peut construire seul son bout de rue. La machinerie serait trop dispendieuse et il serait trop long d'apprendre à la faire fonctionner. Alors, nous avons un gouvernement. Et ce gouvernement se compose de personnes qui font des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Alors, comme les rues, les trottoirs, la police et les pompiers doivent être payés, les gens se sont entendus pour mettre de côté une somme d'argent chaque fois qu'ils achètent quelque chose afin de la donner au gouvernement. Bref, il est très important que nos enfants et nous-mêmes comprenions le but des taxes. Maintenant, il nous faut parler des impôts et dire en tout lieu qu'il est nécessaire de prendre soin de la poule aux œufs d'or, de la nourrir, de ne pas en abuser et de ne pas lui tirer les ailes. Vous me direz, que racontez-vous là? Que la poule mange trop? Mais cela n'a pas de sens. Or, à la vérité, nous mangeons tous un peu trop. Alors, ne laissons pas un gros mangeur en accuser un autre. Si vous pesez 5 kilos en trop, vous devriez dire « Le gouvernement et moi avons tous deux 5 kilos en trop. Il semble que nous mangions trop. » Car tous les appétits sont à discipliner, le vôtre, le mien et celui du gouvernement. Vous savez, nous pourrions tous nous mettre à la diète. Monsieur Chauffe m'incita à devenir un contribuable heureux. J'avoue que cela me prit un certain temps avant de le devenir, mais enfin je le suis devenu. La transformation se fit lorsque je commençai à comprendre la raison des taxes, de même que l'importance que chacun fasse sa part. Aujourd'hui, je suis même heureux d'avoir à payer ma part pour la défense nationale, qui est nécessaire à la protection de notre pays. Certains diront « Pourquoi avons-nous besoin de tout ce matériel si coûteux? Personne ne viendra nous attaquer. » Or, les personnes qui maintiennent de telles opinions n'ont certainement pas bien lu leur livre d'histoire. D'autres diront encore « Je ne suis pas prêt à payer pour la défense. » Eh bien, je leur suggère d'aller vivre dans un lieu où aucune défense n'est offerte. Si une personne bénéficie de certains avantages, il est normal qu'elle contribue à ces avantages. Jésus nous a donné des conseils très précis à ce sujet lorsqu'il a dit « Rendons à César ce qui appartient à César ». Et il n'a pas ajouté de conditions ni critiqué le gouvernement. Tout ce qu'il a dit, c'est «
rendons à César ce qui appartient à César. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'un prophète pour nous interpréter ce conseil. Cependant, avant que vous ne vous débarrassiez de votre conseiller fiscal, laissez-moi vous dire ceci. Ne payez pas plus que vous ne le devez. Il importe que vous sachiez profiter des exemptions fiscales. Elles vous sont offertes en récompense parce que vous avez su placer votre argent dans des domaines que le gouvernement considère profitables pour son économie. Mais une fois que tout a été compté, y compris les déductions, et que vous êtes rendu à la toute dernière ligne de votre déclaration de revenus, peu importe le montant, payez-le. Et payez-le avec joie en sachant que vous nourrissez la poule aux œufs d'or. Les œufs d'or de la liberté, de la protection, de la justice et de la libre entreprise. Quelle poule! Quels œufs! Je crois aussi que chacun, même le plus pauvre, a le devoir de payer ses impôts. Ne s'agirait-il que d'1 $ par année? Bref, je crois que tout le monde a le droit et le devoir de savourer la dignité que procure le fait de payer sa part. Connaissez-vous l'histoire de Jésus et de ses apôtres qui regardaient les gens apporter leur tribut au temple? Certains arrivaient avec des sommes importantes et d'autres offraient de plus modestes présents. Finalement, une vieille femme arriva, qui vint déposer 2 sous. Jésus pointa cette femme du doigt et dit « Regarde cette femme admirable, venue offrir 2 sous. » Les disciples étaient étonnés. 2 sous, disait-il, de toutes les magnifiques contributions qui ont été offertes aujourd'hui, pourquoi citez-vous cette pauvre femme en exemple? Jésus dit « Vous ne comprenez pas, mais cette femme a donné plus que tous les autres. » Ils dirent « 2 sous, plus que tous les autres? Expliquez-nous cela. » Il dit « Ces 2 sous représentaient toute sa fortune. » Remarquable, n'est-ce pas? Analysons cette histoire d'un peu plus près. Parfois, ce qui n'est pas dit représente une leçon plus profonde que ce qui est dit. Considérez ce que Jésus n'a pas fait. Il ne reprit pas les 2 sous et ne les remit pas à la vieille femme en lui disant « Voilà, femme, tu es si pauvre et tu fais tellement pitié que je te redonne tes 2 sous. » Quelle insulte c'eût été pour elle. Elle aurait sûrement dit « Qu'y a-t-il? Mes 2 sous ne sont pas assez bons pour vous? Ils représentent une part importante de ce que je possède. Voulez-vous donc m'enlever ma dignité ?» Bien sûr, cette scène n'eut pas lieu et c'est pourquoi il est possible d'en tirer une leçon. La règle des 70-30. Une fois que vous avez payé votre part de taxe, il faut apprendre à vivre avec les 70% du revenu qui vous reste. Ces 70% vous serviront en effet à vous payer le nécessaire et certains articles de luxe. Quant aux 30% restants, vous auriez intérêt à les utiliser comme suit. La charité. Des 30% non dépensés, un tiers devrait aller à des œuvres de charité. La charité consiste à redonner à la collectivité ce que vous avez reçu afin d'aider les gens dans le besoin. Je crois qu'une contribution représentant 10% de votre revenu après impôt est valable. Vous pouvez choisir d'offrir un montant plus petit ou plus gros, c'est votre argent. Certaines personnes aiment donner aux œuvres de charité par l'entremise de l'Église ou d'organismes communautaires. D'autres préfèrent donner individuellement. Mais que vous offriez vos dons directement par le biais d'institutions, il importe que vous réserviez un certain pourcentage de votre revenu à des œuvres de bienfaisance. L'acte de donner devrait être appris tôt dans la vie. Le meilleur temps pour apprendre à un enfant à faire la charité, c'est lorsqu'il obtient son premier $. Amenez-le à ce moment dans les endroits où les gens ont vraiment besoin d'argent, afin qu'il acquiert la compassion. Si l'enfant comprend, il n'aura pas de mal à donner 10 cents. Les enfants ont un grand cœur. Il y a une raison pour laquelle l'acte de donner doit être appris lorsque les sommes sont petites, car il est assez facile de donner 10 centimes lorsqu'on possède $1. Mais il est beaucoup plus difficile de donner 100 000 $ lorsqu'on possède 1 million. Vous dites « Ah, si j'avais 1 million de dollars, je n'aurais pas de problème à en donner 100 000. » Je n'en suis pas si certain. 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. On doit commencer doucement pour prendre l'habitude de donner afin de pouvoir le faire lorsqu'on aura beaucoup d'argent. L'investissement en capital. Avec l'autre tranche de 10% de votre revenu après impôt, vous travaillerez à vous rendre plus fortuné. Vous vous en servirez pour acheter, réparer, fabriquer ou vendre. Le secret consiste à vous lancer en affaires, même à temps partiel. Toute personne vivant en ce pays devrait s'intéresser au capitalisme ou à ce système qui prône que le capital appartient aux gens. Le communisme, quant à lui, considère que le capital appartient à l'État. Il s'agit d'une différence importante. Le communisme laisse peu de pouvoir aux individus et ne leur permet que peu de prise de décision. Un gouvernement qui se veut centralisateur décide pour la collectivité.
Dans notre pays, comme dans tout autre pays où règne la liberté d'entreprise, on tend à croire que le génie réside au sein de la population. C'est l'individu, non l'État, qui pensera aux innovations dans le domaine des biens et services. L'appât du gain est un puissant moteur qui peut tous nous aider à vivre dans l'abondance. Alors, comment bâtir une fortune avec seulement 10% de votre revenu? Il existe nombre de façons. Laissez libre cours à votre imagination. Puis regardez de plus près toutes les habiletés que vous avez développées au travail ou pendant vos loisirs. Vous pouvez peut-être vous en servir à des fins de rentabilité. Vous pouvez aussi apprendre à acheter un produit au prix du gros et à le revendre au prix de détail. Ou encore, vous pouvez vous acheter une propriété et l'améliorer. Si vous avez la chance de travailler dans un endroit où l'on récompense la productivité, vous pouvez augmenter votre revenu en travaillant plus et investir le supplément dans des parts. Bref, vous pouvez investir 10% de vos revenus dans de l'équipement, des produits ou des actions, ou l'utiliser pour démarrer. Personne ne peut savoir quel génie sommeille en vous, qui attend l'occasion d'être réveillé. Voilà une perspective exaltante. Pourquoi ne pas travailler à plein temps à votre emploi et à temps partiel à votre fortune? Pourquoi pas? Et quel sentiment de satisfaction vous éprouverez à dire « Je travaille à ma fortune. Je ne travaille pas seulement pour payer mes factures. » Lorsque vous aurez une catégorie intitulée « Fortune » dans votre budget, vous serez si motivé que vous aurez de la difficulté à vous mettre au lit le soir. Les épargnes. Vous devriez allouer vos derniers 10% à l'épargne. Je considère que c'est l'une des parties les plus exaltantes d'un budget établi en fonction d'une fortune, parce qu'elles offrent une certaine sécurité permettant d'affronter les hivers de la vie. Grâce à la magie de l'accumulation, ainsi qu'au programme d'épargne retraite mis à la disposition des personnes sur le marché du travail, vous pourrez accumuler une somme rondelette au fil des ans. Introduction à l'économie, cours pour les enfants. Le meilleur moment pour enseigner à un enfant le principe du capitalisme, c'est lorsqu'il commence à se faire un peu d'argent en se rendant utile. En plus de donner une allocation à vos enfants, vous pouvez leur montrer comment fonctionne une entreprise et comment gérer la leur. Par exemple, un enfant pourrait avoir 2 bicyclettes, l'une qu'il garderait pour lui et l'autre qu'il louerait. De cette façon, il pourrait être initié au monde du commerce car il n'est pas nécessaire d'investir beaucoup avant de se lancer en affaires. Nul besoin de posséder $1 million avant de se lancer en affaires. Bref, un enfant peut apprendre les principes de base d'une entreprise, comme General Motors, en apprenant à gérer un commerce de location de bicyclettes. Vous pourriez aussi initier vos enfants à l'économie en leur faisant acheter une boîte de savon valant $2 et en la leur faisant revendre $3. Il s'agirait de capitalisme en action, car celui-ci est le profit, les produits et les services que l'on apporte au marché. Voilà de quoi sont faites les fortunes. Apprenez aussi à votre enfant qu'il y a des avantages à être un enfant. Dites-lui que certaines personnes achèteront de lui simplement parce qu'il est un enfant. Jean se rend chez Madame Lachance, qui vit près de chez lui, et frappe à sa porte. Madame Lachance lui répond. Jean dit alors « Bonjour, Madame Lachance, j'ai avec moi une boîte de savon et je désire vous la vendre. Ma mère emploie cette marque, ainsi que beaucoup d'autres personnes que je connais. Vous devriez vraiment l'essayer aussi. Elle ne vous coûtera que $3 et comme je suis votre voisin, je pourrai m'occuper de vous et vous en procurer régulièrement. Qui plus est, en achetant de moi, vous aurez encouragé un enfant. » N'est-ce pas simple que tout cela? Et n'est-il pas vrai que grâce à ce petit exemple de commerce en action, vous avez compris le principe de base du capitalisme? Voilà donc la suite. Madame Lachance répond « Jean, j'apprécie le fait que tu sois venu chez moi et je crois sincèrement que ton produit est bon. Mais je dois t'avouer que j'ai déjà beaucoup de savon. » « Puis-je quand même entrer pour voir ce que vous avez » rétorque Jean en s'avançant. Les enfants savent comment s'y prendre pour contourner les objections. Ils ne font pas de cérémonie. Madame Lachance, s'apercevant alors qu'une objection ne peut arrêter Jean, lui concède. « D'accord, j'accepte d'être l'une de tes clientes. » Jean, tout content, rentre chez lui et dit à ses parents « J'ai $3 à dépenser. » Ceux-ci lui répondent alors « Si tu dépenses tes $3, tu ne seras plus en affaires. » Ah, dit Jean, un peu déçu. Je comprends ce que vous voulez dire. Ensuite, il faut leur expliquer les choses comme suit. Premièrement, tu dois mettre de côté $2, puis les investir dans une autre boîte de savon. Tu ne dois pas dépenser ton capital, tu dois le garder. Qu'est-ce que tu dirais d'un fermier qui mangerait tout son maïs sans en garder pour les semences? Tu dirais qu'il est stupide, n'est-ce pas? Le capital est comme la semence, tu dois le conserver. C'est ta seule chance d'avoir une autre récolte. Jean ne peut pas contester cette explication. Pesant alors le pour et le contre, il finit par dire « D'accord, je mettrai $2 de côté pour rester en affaires et je continuerai à faire $1 de profit. Mais j'ai le droit de dépenser mon $1 de profit, n'est-ce pas »
il convient maintenant de lui expliquer la différence entre rester pauvre et devenir riche. Il faut lui dire, si tu dépenses tout ton profit, tu seras pauvre et malheureux. Si Jean ne comprend pas, il faut alors l'emmener dans le quartier le plus pauvre de la ville et lui demander, est-ce que tu désires vivre comme ça? Non. Eh bien, tu ne peux pas dépenser tout ton dollar. Alors qu'est-ce que j'en fais? Pour commencer, tu dois payer l'impôt. Et pour un enfant, il n'est pas difficile de payer l'impôt. En effet, lorsqu'ils les achètent, les enfants n'hésitent pas à payer leur dû, sauf lorsqu'ils commencent à gagner vraiment beaucoup d'argent. Et lorsque c'est le cas, il faut leur apprendre ce qu'est la taxe. Vous vous rappelez la poule aux œufs d'or? Une fois qu'il a entendu parler d'impôts, Jean doit entendre parler d'œuvres de charité et dire « Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Voici 15 cents pour ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Maintenant, est-ce que je peux dépenser le reste? » Non, non, faut-il lui répondre. Si tu fais cela, tu seras encore pauvre et seulement un peu moins malheureux. D'accord, d'accord, alors quoi? Répond Jean, qui commence à s'impatienter. Les 15 cents de ton dollar de profit doivent servir à augmenter ton capital. Si tu mets de côté 15 cents sur chaque dollar de bénéfice, tu auras un jour assez d'argent pour acheter 2 boîtes de savon au lieu d'une. Ah, bien sûr! Jean commence à comprendre. S'il m'est possible d'acheter 2 boîtes au lieu d'une seule, j'économiserai un trajet et je vendrai plus de boîtes de savon. Comme c'est ingénieux. Ensuite, il convient de lui expliquer que certaines entreprises baissent leur prix lorsqu'on leur achète 2 boîtes au lieu d'une seule et qu'au lieu de vendre une boîte 2 $, elles vont peut-être en vendre 2 pour seulement 3,80 $. Jean est tout excité. « Fantastique !» s'exclame-t-il. « Et lorsque je les revendrai, je pourrai faire encore plus de profit. » Oui, faut-il lui répondre. Tout le monde peut augmenter son capital. Et si l'entreprise peut ainsi vendre 2 boîtes à la fois, elle économise un déplacement et quelques coûts, et peut garder quelques sous ou en faire cadeau à Madame Lachance dans le but de l'inciter à acheter 2 boîtes de savon au lieu d'une seule. Jean, toujours plus enthousiaste, dit « Eh, c'est super! Et maintenant, est-ce que je peux dépenser le reste de mon profit ?»« Non, il te reste encore une chose à faire. Faire profiter ton argent en autorisant une banque à le prêter. » Comment cela fonctionne-t-il? À cette question, il convient de lui répondre comme suit. À même ton profit, tu dois prendre 15 cents et le déposer dans une institution financière telle une banque. Celle-ci te donnera une certaine somme d'argent en récompense de lui avoir permis de louer ton argent. On appelle cela de l'intérêt. Pourquoi une banque voudrait faire ça? Parce que certains projets, la construction d'un gros immeuble ou d'une manufacture par exemple, exigent plus de capital que pour en avoir une seule personne. D'où un système qui permet à tous d'investir leur argent en le prêtant à une banque, qui, elle, aura alors suffisamment d'argent pour le prêter à de grands projets. Ce système crée des emplois et aide tout le monde. Pendant ce temps-là, la banque te paiera pour l'utilisation de ton argent. Quel genre d'intérêt paie-t-elle aux enfants? Le même qu'aux adultes. Jean a du mal à le croire. Tu veux dire que j'aurai les mêmes intérêts qu'un adulte même si je ne suis qu'un enfant? Demande-t-il avec étonnement. Et oui, ton argent pourrait fructifier aussi vite que celui des autres. Est-ce que je pourrais avoir mon argent? Bien sûr, tu peux toujours avoir l'argent que tu déposes. Ça ne semble pas si mal. Maintenant, est-ce que je peux dépenser ce qui me reste? Oui, Jean, faut-il lui répondre. Viens que nous allions nous acheter de la crème glacée. Je suppose que tout ce qui vient d'être dit, vous le saviez déjà. Pour ma part, lorsque je connus M. Chauffe à 25 ans, j'étais aussi naïf que Jean. Cela dit, je me demande pourquoi autant d'adultes n'ont jamais appris à préparer un budget en vue de leur fortune. Si vous avez des enfants, expliquez-leur le budget de fortune. Enseignez-leur la formule 70-30, tandis qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ont la possibilité de l'utiliser tôt. Ainsi, ils pourront devenir financièrement indépendants à 40 ans et ensuite faire durant le reste de leur vie ce qui leur plaît, simplement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que signifient les mots riches et pauvres. Les pauvres sont des personnes qui dépensent leur argent et qui mettent de côté ce qui leur reste. Les riches sont des personnes qui mettent de l'argent de côté et qui dépensent ce qui leur reste. C'est le même argent, seule la philosophie est différente. Laissez-moi maintenant vous parler de ces deux personnes qui, il y a 20 ans, gagnaient chacune 1 000 $ par mois et qui toutes deux bénéficièrent des mêmes augmentations de salaire au cours de l'année. L'une dépensa son argent et mit de côté ce qui en resta. L'autre commençait par mettre de côté son argent, puis dépensa le reste. Aujourd'hui, si vous connaissiez les deux, vous diriez que l'une est pauvre et l'autre riche. Mais l'épargne, comme toute autre discipline, a des effets subtils. À la fin d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, les résultats ne sont pas très apparents.
Mais au bout de 5 années, on commence à voir la différence. Et au bout d'une décennie, la différence est étonnante. On pourrait apprendre un grand principe philosophique de l'un des petits sujets du royaume animal, le principe de la fourmi. La Bible précise que les gens, plus particulièrement les gens paresseux, auraient intérêt à observer les fourmis. Les fourmis sont uniques pour 2 raisons. Premièrement, une fourmi n'abandonne jamais la partie. Lorsqu'une fourmi est en route vers une destination, si vous mettez un obstacle en travers de son chemin, elle essaiera de passer par-dessus ou de le contourner. Si vous enlevez l'obstacle, elle continuera son chemin. Et si vous mettez un autre obstacle en travers de sa route, la fourmi essaiera de trouver un autre moyen, par-dessus, en dessous ou autour. Combien de temps une fourmi continuera-t-elle à essayer? Jusqu'à ce qu'elle meure. Une fourmi n'abandonne jamais. Quelle leçon! La deuxième raison pour laquelle les fourmis sont uniques? Devinez ce que les fourmis préparent tout l'été. Vous avez deviné. L'hiver. Et combien une fourmi amasse-t-elle durant l'été en vue de son hiver? Eh bien, autant qu'elle peut. Intelligent, n'est-ce pas? Dans la fable de La Fontaine, il est dit que la cigale chanta tout l'été et se moqua de la fourmi, qui continua d'amasser en prévision de l'hiver. Et lorsque l'hiver arriva, la cigale mourut de faim, tandis que la fourmi, elle, survécut, ayant amassé toutes les provisions dont elle avait besoin. Riche ou pauvre, la différence n'est pas l'argent gagné, mais plutôt ce que vous faites avec cet argent. À vous donc de choisir. Rajuster son tir. À quoi pensez-vous lorsque vous pensez aux personnes âgées? Les imaginez-vous sans ressources et vivant d'un revenu limité? Si tel est le cas, vous êtes conscient du fait que la majeure partie des gens âgés se trouvent dans une impasse. Cela dit, n'est-il pas vrai qu'il serait merveilleux qu'il en soit autrement? Pour ma part, je demeure convaincu que le rôle des grands-parents est d'enseigner à leurs petits-enfants certains principes relatifs à la prospérité, à la culture et au bonheur, bref, aux expériences qu'ils ont eux-mêmes connues. Les grands-parents ne devraient pas avoir à dire « j'ai travaillé toute ma vie et maintenant je me retrouve dans le besoin ». Ils devraient pouvoir dire « j'ai travaillé toute ma vie et maintenant je suis prêt à aider les autres ». Si vous n'êtes pas financièrement indépendant à l'âge de 40 ou de 50 ans, cela ne signifie pas que vous devriez vivre dans un autre pays ou une autre ville, ni que vous êtes né à la mauvaise époque ou que vous auriez dû être quelqu'un d'autre. Cela signifie tout simplement que vous avez fait une erreur de budget. Et vous n'êtes pas le seul. La plupart des gens dévient de leur route. Lorsque les scientifiques envoient une fusée sur la Lune, ils savent qu'elle déviera un peu de sa trajectoire. Les systèmes de guidage initiaux ne seront pas efficaces pendant toute la durée du voyage. Et il est probable qu'on dévie la trajectoire de la fusée. Vous et moi ne sommes en aucun cas différents. De temps à autre, nous avons besoin d'exécuter certaines corrections de trajectoire, particulièrement lorsque nous devons devenir financièrement indépendants. Après tout, n'aimeriez-vous pas devenir un jour le genre de grands-parents qui pourraient servir de modèle dans le domaine de la prospérité et du bonheur? Faire le décompte. Peu de temps après que j'eus fait la connaissance de M. Chauffe, celui-ci me demanda si j'avais un état financier. Je lui répondis « Qu'est-ce qu'un état financier ?» En guise de réponse, il m'expliqua avec sa patience habituelle qu'avoir un état financier signifiait savoir où l'on était exactement dans ses finances et, à partir de là, savoir ce que nous réservait l'avenir. Pour connaître votre état financier, il vous suffit d'inscrire la liste de vos biens sur la moitié d'une feuille de papier, puis celle de vos obligations sur l'autre moitié. Ensuite, il vous suffira de soustraire le montant équivalent à vos obligations de celui équivalent à vos biens. Cela vous donnera le montant de votre avoir brut. Cela ne vous dit pas ce que vous valez comme personne, mais ce que vous valez financièrement. Je dis à M. Chauffe que mon état financier ne serait pas très beau à voir. Il rétorqua « Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu le fasses. » Alors, je dressai mon premier état financier. J'avais beaucoup de dettes. Je devais de l'argent à mes parents, à la compagnie qui avait financé ma voiture, et à plusieurs institutions financières qui attendaient mes versements à la fin de chaque mois. Du côté de mes biens, c'était très maigre. J'inscrivis tout ce que je pus trouver. J'inclus même mes chaussures. Après tout, elles valaient bien quelque chose. Cela dit, je trouvais embarrassant d'avoir si peu d'argent alors que je travaillais depuis 6 ans. Vous êtes probablement en meilleure posture que je ne l'étais alors. Sinon, faites votre état financier. Vous n'avez pas besoin d'afficher les résultats, car il importe peu que toute la ville soit au courant de votre situation financière. L'important est que vous soyez au courant de l'état actuel de vos finances. Avec votre état financier, commencez à faire le compte de vos revenus et de vos dépenses. Avez-vous déjà entendu l'expression « je ne sais pas où va mon argent ». Ne soyez pas de ceux qui disent cela. À partir de maintenant, faites l'effort de toujours savoir où va votre argent.
Je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas, pour être riche, de gagner beaucoup d'argent. Certaines personnes gagnent jusqu'à 10 000 $ par mois et semblent toujours manquer d'argent. Mais, objecterez-vous, comment peut-on manquer d'argent lorsqu'on fait 10 000 $ par mois? Eh bien, rien de plus facile, car il suffit de dépenser 11 000 $ par mois. Et je vous prie de me croire, il est très facile lorsqu'on gagne 10 000 $ par mois d'en dépenser 11 000. Comme on l'a déjà dit, si vos dépenses dépassent votre revenu, votre train de vie deviendra votre ruine. Alors, devenez le maître de ce que vous possédez et de ce que vous êtes. Voilà où il vous faut investir si vous désirez être prospère, en bonne santé, avoir une influence et un mode de vie grandiose. Intéressez-vous et même amusez-vous à bien faire les petites choses. Cela vous aidera à devenir une personne avisée, une personne qui connaît les stratégies de base de la prospérité et du bonheur. Un verset biblique dit que si vous êtes fidèle à certaines choses, un jour vous serez le dirigeant de plusieurs choses. Rien de plus vrai. La vie a du mal à remettre fortune et responsabilité entre les mains de ceux qui ne peuvent même pas s'occuper de leur chèque de paie. Mais si vous prenez vos responsabilités en main et que vous êtes capable de contrôler votre situation financière, vous aurez franchi un pas dans la direction de l'abondance. L'attitude de la prospérité et du bonheur. J'avais l'habitude de dire « je déteste payer mes impôts ». Et M. Chauffe avait coutume de répondre « tu peux bien vivre de cette façon si tu le désires ». J'étais un peu confus. Je croyais que c'était la seule façon de voir les choses. Longtemps, je me suis demandé ce qu'il pouvait bien vouloir dire. J'avais l'habitude de dire « je déteste payer mes factures ». Et M. Chauffe avait coutume de me répondre « eh bien, tu peux vivre de cette façon si tu le désires ». Là encore, je croyais que ma façon de voir les choses était la seule adéquate. J'avais l'habitude de maugréer « je déteste donner de l'argent ». Comme de coutume, M. Chauffe me répondait « c'est une façon comme une autre de voir les choses ». Finalement, je lui demandai « y a-t-il une autre façon de voir les choses ?» M. Chauffe me rétorqua « et si tu disais que tu aimes payer tes taxes parce que tu sais qu'une partie de cet argent servira à soigner et à nourrir la poule aux œufs d'or? Et si tu disais que tu adores payer tes factures parce que cela réduit tes dettes et augmente tes biens? Et si tu disais que tu adores donner de l'argent pour le mettre en circulation afin de pouvoir aider à bâtir une économie solide? Est-ce que ce ne serait pas une meilleure façon d'apprendre à aimer plutôt qu'à détester? Quelle façon extraordinaire de voir les choses. Et même s'il me fallut du temps pour apprendre à dire honnêtement « j'aime », cela fit une différence incroyable dans ma vie le jour où je dis « j'aime » plutôt que « je déteste ». Monsieur Chauffe m'apprit à payer les mensualités de ma voiture avec enthousiasme. Il me dit « la prochaine fois que tu paieras 100 $ sur ta voiture, rédige une note qui dit « je vous envoie ces 100 $ avec enthousiasme et le sourire aux lèvres » et envoie-la à la compagnie. » Il poursuivit ainsi. Tu ne peux pas t'imaginer le genre de réaction que ton petit mot provoquera. On ne reçoit pas souvent des notes comme celle-là. L'important, c'est ce qui se passera en toi. Tu auras du mal à le croire. Tu te sentiras en plein contrôle, imbu de la philosophie qui engendre la joie plutôt que la frustration. L'indépendance financière, vous pouvez l'obtenir. Pourquoi ne pas vous appliquer à la gagner dès aujourd'hui? Vous n'avez qu'à mettre en pratique la règle des 70-30 grâce à la discipline. Genou vieux, il n'est jamais trop tard pour commencer.